merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'excuse par avance sur le fait que il y a beaucoup d'éléments que j'avais prévu de dire qui ont déjà été dites. Alors, je vais essayer de les dire différemment. Et puis, il y a certains passages que je vais pas développer parce que ça a été déjà bien documenté dans la première partie de matinée. Mais je vais commencer justement en parlant du pôle enquête de l'OIP. Parce que donc nous, la façon dont on fonctionne, c'est que les personnes détenues et aussi leurs proches et tous les acteurs du monde carcéral peuvent nous joindre, donc par courrier, soit par courrier électronique pour les personnes à l'extérieur, ou soit par téléphone. On a une permanence téléphonique qui est ouverte tous les après-midi de 14 heures à 17 heures. Et où là, donc on a une personne qui est une personne bénévole qui répond au premier appel, au standard, et puis qui ensuite va dispatcher les appels en fonction de la zone géographique dans laquelle la personne se trouve. Et là, il y a 5 coordinateurs ou coordinatrices qui vont répondre en fonction de cette localisation géographique. Ça permet d'avoir un suivi, d'avoir toujours les mêmes personnes au bout du fil quand c'est des personnes qui appellent plusieurs fois, puis ça permet bah, de se spécialiser dans certains établissements et de connaître un peu mieux les problématiques de ces établissements. Alors précisément, on a très peu d'alertes venant de personnes qui ne maîtrisent pas la langue française parce que même si l'appel téléphonique, c'est quelque chose qui a beaucoup apporté parce que ça permet aux personnes qui sont pas à l'aise avec l'écrit ou ne savent pas écrire ou sont pas à l'aise avec la langue, ça leur permet de nous contacter, c'est quand même beaucoup plus simple à l'oral, mais néanmoins, les personnes qui vraiment ne parlent pas, ben, on va pas les avoir. Alors on a quand même des sollicitations qui viennent de leur part, bah, quand elles peuvent trouver un codétenu qui va faire la demande à leur place, donc soit écrire à leur place. Ça, on le voit aussi parce que les personnes on reconnaît plusieurs écritures similaires d'un même établissement et il y a une personne qui écrit pour les autres. Donc ça, c'est une des solutions, bah, avec tous les problèmes que ça peut poser qu'on abordera par la suite. Mais ça, c'est une des choses. Et puis aussi, il y a les personnes qui nous appellent et là, bah, c'est parfois difficile de comprendre. Et là, bah, c'est pareil, ça rejoint ce qui se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on n'est pas tellement qualifiés. Parfois, on est obligé d'interpréter ce que dit la personne parce qu'on n'est pas tellement sûr de comprendre. Et puis à l'écrit, bah, c'est pareil, hein, c'est que soit la personne qui maîtrise un peu la langue française essaye d'écrire en français et là, bah, c'est à nous d'essayer de décrypter un petit peu, soit elle écrit dans sa langue, mais bah, alors nous, on a des compétences linguistiques qui sont celles voilà, des études qu'on a pu faire, des formations qu'on a pu suivre, mais ça reste limité aux langues, je dirais, classiques, hein, puis beaucoup de langues européennes surtout. Mais de fait, les personnes ne nous écrivent que dans des langues dont elles supposent que on va pouvoir les comprendre, c'est-à-dire italien, espagnol, principalement pour ce qu'on reçoit de l'étranger, puis un petit peu en anglais. Mais bon, c'est pareil, on fait des traductions qui peuvent être approximatives par rapport à ce que feraient des interprètes. Mais tout ça pour dire que ce que je vais vous raconter après, ça vient moins de ces sollicitations-là, puisqu'on en a très peu, et qu'elles ne portent pas forcément sur le sujet justement de la barrière de la langue, mais de tous les entretiens qu'on peut avoir avec les différents acteurs du monde carcéral, et notamment à l'occasion de ce numéro de la revue Dedans Dehors sur les détenus étrangers que vous avez mentionnés à l'instant. Voilà, alors pour revenir un peu bah, sur le cadre, dire qu'en principe, la loi pénitentiaire donc, de 2009 précise que les informations sur les droits et sur les devoirs doivent être dispensées à l'écrit et à l'oral dans une langue compréhensible. Et ça précise aussi que toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier de consultations juridiques gratuites. Ça, c'est le cadre. Et puis pour l'accès aux soins, parce que je vais vous parler aussi un petit peu de l'accès aux soins, la loi de 94, donc qui réforme la médecine en milieu pénitentiaire en transférant la responsabilité du ministère de la Justice au ministère de la Santé, évoque une égalité dans l'accès aux soins entre les personnes détenues et la population à l'extérieur. Alors,
ce qui signifie que toutes les personnes détenues doivent bénéficier de cet égal accès aux soins. Alors, déjà, pour les personnes qui parlent français, on sait que cet accès aux soins est loin d'être à égalité avec ce qui peut avoir lieu à l'extérieur. Alors, pour les personnes qui ne parlent pas français, c'est encore plus compliqué et ça, je vais le développer un petit peu. Alors, je vais pas, bon, par rapport à l'entrée en prison, je vais aller très vite là-dessus parce que Capucine a très bien développé ce point sur les documents d'accueil, qui restent d'ailleurs dans certains établissements même pas toujours traduits dans les 6 langues onusiennes. Et parfois, faut faire la demande pour avoir ces livrets traduits encore aujourd'hui. Et puis, bah, tout l'environnement de la prison, les affiches qui sont présentes dans les coursives, les notes de service, le règlement intérieur, c'est des choses qu'on voit majoritairement en français. Il y a aussi un accès qui est très limité au, à l'enseignement du français langue étrangère. Et nous, on a des personnes détenues qui se voient reprocher de pas prendre des cours, de pas apprendre la langue, comme si l'accès était simple. Et comme l'ensemble des activités en détention, et notamment tout ce qui est formation et scolarité, est très difficile en prison. Donc, dans la pratique, ce sont souvent bah, les juristes des points accès au droit, les juristes de la CIMAD et des associations de lutte contre l'illettrisme aussi, qui font ce travail, mais il n'y en a pas dans tous les établissements. Euh, Ce sur quoi je voulais insister, c'est sur comment le fait d'être en prison aggrave les difficultés d'accès à l'interprétariat et la traduction, et comment ça aggrave l'incompréhension en fait. Le point central, c'est que tous les actes du quotidien passent par une demande d'autorisation. Autorisation pour ouverture de porte, pour une demande de rendez-vous, pour une inscription à l'activité. C'est le fait que les personnes soient complètement dépendante de quelqu'un d'autre qui renforce ce problème. C'est-à-dire que la barrière de la langue, elle va se poser sans arrêt, parce que en prison, quand on est détenu, on ne peut rien faire par soi-même. Quasiment rien par soi-même. On doit demander pour toute chose. Et comme le rappelait Capucine, à l'écrit principalement. Donc, c'est d'où la difficulté de toutes les demandes. Je veux voir un médecin, ben, il faut que je remplisse un formulaire qui n'est pas toujours avec des pictogrammes ou dans toutes les langues encore moins, pour le mettre dans une boîte aux lettres dédiée. Déjà, il faut que je comprenne que ça fonctionne comme ça, et puis il faut que j'ai accès à la compréhension des lignes qui sont inscrites. Donc ce manque d'autonomie des personnes détenues en prison, ça multiplie les interactions pour faire les demandes, et donc ça amplifie les difficultés de compréhension auxquelles les personnes se trouvent confrontées. Alors, ça fait aussi que l'accès au travail, aux activités est très réduit, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, pour le travail, c'est quasi explicitement, c'est requis que la personne parle français. Donc, ça va déjà la mettre à part et faire qu'elle va avoir des ressources très modestes, quand on sait que par ailleurs, les personnes étrangères reçoivent beaucoup moins de soutien financier de la part de leurs proches. Une autre conséquence, c'est que le fait de ne pas comprendre, et notamment de ne pas comprendre le règlement intérieur, de ne pas comprendre ce qu'on attend de, de, de la personne, ça crée des tensions avec le personnel pénitentiaire, et ça augmente le risque d'avoir des sanctions disciplinaires et des sanctions paradisciplinaires, c'est-à-dire des sanctions déguisées, sans passer par la procédure disciplinaire. Euh, et le problème de ces sanctions, c'est que on accède à des procédures où la personne ne peut pas comprendre ce qu'on attend d'elle et ne peut pas se défendre. Donc tous ces problèmes cumulés occasionnent des replis sur soi et puis des souffrances psychiques qui sont importantes et qui sont renforcées par le fait que le maintien des liens avec sa famille, donc avec des personnes et des proches qui parlent la langue de la personne, est très difficile, parce que la famille est souvent bah, très éloignée géographiquement, euh, que les communications téléphoniques sont inaccessibles de par leur prix. Euh,
et qu'elle, donc, comme elles disent, on reçoit peu de soutien financier et de soutien en dons, quoi, comme des vêtements de la part de l'extérieur. Donc, il y a une grande dépendance vis-à-vis des associations et une difficulté à trouver des sociabilités. Alors, évidemment, ça dépend euh, des langues parlées, bien sûr. Alors, pour pallier ces difficultés, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes. Alors, selon l'enquête d'Emmaüs de 2020, ça concernait 30% des personnes étrangères qui recourent à l'aide de codétenus pour se faire comprendre. Euh, D'ailleurs, l'administration pénitentiaire s'appuie aussi hein, sur ce réseau de solidarité informelle en réunissant dans la même cellule des personnes qui parlent la même langue, en espérant que elles vont pouvoir s'entraider, mais elles le font sur la base du fait qu'on sait qu'elles viennent du même pays, mais c'est pas du tout une garantie pour parler la même langue, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, ça crée des problèmes de dépendance vis-à-vis des autres, puis ça crée des vulnérabilités et puis des risques de pression. Nous, on reçoit des témoignages de personnes qui demandent l'aide de codétenus, qui expliquent qu'ils demandent l'aide de codétenus aussi pour nous contacter, hein, pour certaines, mais on sait que ça va être en échange de cigarettes. Alors ça, c'est très classique, quoi. Il faut donner des cigarettes en échange de cette aide parfois, ou alors en rendant des services en détention. Donc, ils peuvent aussi augmenter le risque d'avoir des sanctions disciplinaires. Ça pose évidemment des problèmes de confidentialité. Euh, Parce que ben, on a une personne qui va être au courant de toutes toutes les démarches qu'on fait, des problèmes de santé qu'on a, bah, accès au récit de vie dans le cadre de la demande d'asile. Donc ça, c'est quelque chose bah, qui renforce aussi les difficultés, le vécu douloureux des personnes en détention, qui s'ajoute aux problèmes liés à la détention en elle-même. Et puis il y a le problème que les codétenus, bah, tout comme nous, quand on reçoit ces appels et ces courriers, on n'est pas des spécialistes en fait de l'interprétariat, donc on peut y avoir des incompréhensions, des malentendus, et puis c'est beaucoup moins fin. C'est pas des interactions qui sont aussi fines qu'elles pourraient l'être avec des interprètes ou si on parlait vraiment la langue. Il y a aussi le fait que les surveillants euh, font et les intervenants extérieurs donc ont recours à des systèmes de débrouille et du mime qui peuvent être très approximatifs et puis ça dépend un peu du bon vouloir des uns et des autres. Il y a eu pendant longtemps et jusqu'à une période assez récente, ça s'est arrêté il y a un an, mais il y avait un soignant dans une unité sanitaire d'un établissement d'Île-de-France qui était psychiatre et qui ne recourait pas à la traduction par téléphone, ce que font quand même la plupart des soignants, et qui établissait des diagnostics sur la base de on ne sait pas trop quoi, ne parlant pas la même langue, y compris des traitements, alors qu'il n'avait pas du tout accès à une traduction de ce que pouvait dire la personne. Donc ça peut amener à des situations vraiment graves, quoi. Alors, pourquoi cet état de fait? Bah, il y a pas vraiment de politique nationale très précise sur le sujet, parce qu'il y a des conventions qui sont signées par les directions interrégionales, mais c'est variable en fonction des régions, et puis ça entraîne des confusions sur quelles sont les situations qui permettent de bénéficier d'un interprète, avec des SPIP qui peuvent avoir accès à un interprète pour la demande d'asile, mais qui vont pas avoir accès pour la notification de mesures d'éloignement, par exemple. Euh, donc, voilà, on sait il y a des problèmes pour avoir accès justement aux interprètes pour les récits, pour les demandeurs d'asile dans beaucoup d'établissements, quoi. Et puis, ça ajoute à ça le fait que les démarches pour obtenir un interprète sont chronophages et il y a des interprètes qui ne viennent pas facilement non plus en détention. Et donc, voilà, c'est toute une procédure aussi quand elles acceptent de venir pour les faire rentrer, pour obtenir les autorisations, le permis de visite, etc. Pas le permis de visite, mais l'autorisation d'entrée, quoi. Donc, il y a des renoncements fréquents qu'on peut comprendre aisément dans le contexte de surpopulation carcérale aujourd'hui, avec l'ensemble des acteurs du monde carcéral qui sont complètement saturés de demandes et qui sont pas assez nombreux.
parce que la plupart des intervenants, soit personnel pénitentiaire, mais pas seulement, soignants également, les effectifs sont calculés sur la capacité théorique des établissements et ne prennent pas en compte la surpopulation carcérale. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'établissements qui dépassent les 150, voire les 200% de taux d'occupation, on imagine bien la charge de travail de tous les acteurs du monde carcéral et donc la difficulté à engager des démarches qui peuvent être chronophages. Donc les conséquences sur l'accès aux droits, bah, on voit que sur le quotidien, ça crée un isolement important, des risques psychiques importants. Et puis c'est aggravé à des moments clés qu'on a évoqués aussi, mais sur lesquels j'ai quand même un petit peu envie de revenir. Je pense à la commission de discipline, où les personnes qui sont pas francophones ont déjà rarement un avocat et très rarement un interprète également. Donc ça veut dire comment comprendre ce qui nous est reproché, comment se défendre, comment contester la sanction. Euh, donc, quand on passe par la traduction par un surveillant, parfois, qui peut parler la même langue, il y a quand même un problème de neutralité. Et puis, un co-détenu, bah, le problème enfin, tous les problèmes qu'on a relevés tout à l'heure. Donc ça, c'est la commission de discipline. Pour le maintien des liens familiaux, si on fait le bilan sur les conséquences sur l'accès aux droits, bah là, on sait que le maintien des liens familiaux, c'est un objectif, en principe, c'est un des objectifs principaux de l'administration pénitentiaire, maintenir les liens familiaux, parce que c'est considéré comme un élément clé de la réinsertion. Et il n'est pas du tout respecté, il n'est encore moins respecté pour les personnes étrangères et pour les personnes qui parlent pas français, parce que en plus du problème des visites qui sont rares euh, en raison de la distance, il y a des personnes qui font le trajet et qui sont refoulées parce que elles n'ont pas les bons papiers, parce que bah, il y a un problème aussi d'accessibilité des informations sur les démarches et de traduction de ces informations, ou elles arrivent trop tard, comme elles viennent de loin, donc on les refoule, parce qu'on sait que au bout de 1, 2 minutes de retard, on refoule facilement, la plupart du temps, les personnes. Euh, et puis, il y a aussi le fait que les personnes en situation irrégulière préfèrent éviter de se rendre au parloir, même si en théorie, elles peuvent le faire. Pour la correspondance, c'est un autre problème. C'est que comme les courriers sont relus, donc contrôlés par l'administration pénitentiaire, alors bon, pas tous, mais enfin, ils peuvent être relus par l'administration pénitentiaire. Il y a beaucoup de courriers qui sont refusés parce que pas écrits dans une langue que comprend le vaguemestre. Ou alors, parfois, les lettres sont envoyées à la direction interrégionale pour traduction, mais ça peut durer des semaines. Donc il y a de fait un maintien des liens familiaux qui est très difficile et qui est en partie lié au problème de langue. Mais de toute façon, je vais élargir un petit peu mon propos au-delà des problèmes de langue, justement pour pas non plus être complètement redondant avec l'intervention précédente. Donc j'adapte un petit peu au fur et à mesure. Voilà. Puis pour le téléphone, j'ai parlé bon du coût exorbitant bah, en général, c'est toujours pareil. En fait, ça renforce des problèmes qui sont déjà existants en détention. C'est que le coût du téléphone est très cher, mais alors pour appeler à l'étranger, c'est vraiment très difficile. Enfin, ça peut être 1 euro la minute. Donc c'est pas des frais que les personnes en détention peuvent engager, surtout quand on sait que comme elles ont pratiquement pas accès au travail, euh, elles n'ont pas les moyens. Voilà. Euh, En plus, alors sur la question des démarches d'insertion, euh, là, bah, c'est pareil pour l'ensemble des démarches, il y a très peu d'accès à des interprètes. Il y a donc toujours, comme je le dis pour le reste, l'aide du co-détenu avec les problèmes déontologiques dont on a parlé, les inexactitudes, les incompréhensions. Donc, il n'y a pas un travail en profondeur parce qu'il y a quand même une relation entre le conseiller d'insertion et de probation et la personne détenue qui repose qui peut reposer sur des échanges qui doivent être creusés. Donc la personne qui va traduire à la volée elle va plutôt résumer des propos. On va pas pouvoir beaucoup s'appesantir aussi parce qu'on repose sur l'aide
volontaire d'une autre personne. Le problème, c'est comment préparer, par exemple, son aménagement de peine quand on ne comprend pas les dispositifs qui sont à sa portée, ni les démarches qu'on doit effectuer. S'ajoute à ça le fait que la grande majorité des partenaires des SPIP ne travaillent qu'avec des personnes régulières, c'est-à-dire que les personnes en situation irrégulière sont exclues de la plupart des dispositifs, donc que ce soit France Travail, la CAF, les dispositifs de formation professionnelle et beaucoup de dispositifs d'hébergement. Alors pour les aménagements de peine, c'est pareil, le titre de séjour est exigé, donc ça suppose de faire des démarches pour obtenir le titre de séjour. Et ça, on sait que c'est rendu vraiment très très complexe, si ça peut être pire, pour des personnes qui sont en détention. Parce que la première étape, c'est d'avoir des papiers d'identité qui sont en règle. Or, les consulats donc, doivent venir si les documents sont périmés, mais on sait qu'ils viennent très peu en détention. Donc, il faut solliciter des permissions de sortir, mais toutes les personnes détenues ne sont pas permissionnables, comme on dit dans ce jargon aussi, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas tout le droit d'avoir accès à des permissions de sortir, donc pour elles, ce ne sera pas possible. Ensuite, il y a le fait que beaucoup de préfectures refusent d'examiner des dossiers qui viennent de la détention. Et puis, elles peuvent demander beaucoup de pièces, y compris des pièces qu'on ne demande pas pour les autres personnes. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des comptes rendus d'incidents? On peut demander des synthèses qui sont faites par les conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation. Et puis aussi, il faut prouver la réalité des attaches familiales. Donc, quand on est isolé de tous en prison, c'est difficile de prouver la réalité des attaches familiales quand justement le maintien des liens familiaux est rendu très difficile. Donc, ça fait que c'est des dossiers qui ont peu de chances d'aboutir. Il y a aussi le fait que dans ses décisions, le préfet va prendre en compte la menace à l'ordre public entre guillemets, que constituerait la personne demandeuse. Donc, ça, c'est un principe qui est très souvent invoqué. Donc, alors, si la personne est touchée par une mesure d'expulsion ou d'éloignement, donc là, le seul dispositif d'aménagement de peine qui est accessible, c'est la libération conditionnelle expulsion. Mais là, il faut offrir des garanties sur l'hébergement et même avec cela, elle n'est pas toujours accordée parce que les juges prennent en compte le fait qu'elle n'est pas toujours exécutée et qu'il n'y aura pas de suivi dans le pays d'accueil. Donc même pour ce dispositif qui est quand même pas la panacée, c'est pas du tout une garantie que ça va être couronné de succès. Ensuite, donc dans le cas des personnes qui sont touchées par une interdiction du territoire français judiciaire, donc au moment de la condamnation, donc le juge, il peut suspendre la mesure, mais c'est très rare. On appelle ça une libération conditionnelle suspension. Donc la mesure est suspendue pendant le temps de la peine restante et s'il n'y a pas d'incident, elle est levée. Donc ça c'est un dispositif qui permet d'accéder à des aménagements de peine, mais comme je le disais, c'est très peu utilisé, donc c'est pas une solution effective de fait quoi dans la pratique. Ensuite, bah, dans les autres cas, donc quand la personne n'est pas touchée par une mesure d'éloignement, les juges d'application des peines n'accepte quand même pas souvent l'aménagement de peine en se basant sur la notion du faible potentiel de régularisation, notamment si la personne n'a jamais eu de titre de séjour, ben, ça pèse en fait. C'est quelque chose, on sait que les aménagements de peine, déjà pour toute personne détenue, c'est difficilement accessible et il y a une grande majorité de personnes qui sortent, comme on dit, en sortie sèche, c'est-à-dire sans aucun aménagement. Mais c'est encore plus compliqué pour les personnes étrangères. Donc, c'est ça, c'est un peu tout ce que je dis depuis le début, c'est ça, c'est que il y a une difficulté renforcée euh, pour les personnes étrangères et encore plus pour les personnes en situation irrégulière. Donc, quand il y a un aménagement, il va être le plus souvent, alors il faut remplir donc beaucoup de conditions.
beaucoup de personnes en sont exclues, mais ça va être principalement de la semi-liberté parce que la personne n'a pas de garantie concernant l'hébergement. Donc, c'est un système où on reste quand même très, très lié au monde carcéral, euh, voilà, avec cette semi-liberté. Pour finir sur la question des dispositifs d'insertion, il y a aussi le manque de formation des conseillers d'insertion et de probation en droit des étrangers, qui crée des renoncements face à la lourdeur et la complexité des démarches qu'il va falloir faire seul et dans un contexte, je le rappelle, de surpopulation carcérale où on peut avoir un ou une CPI pour 100, parfois 150 personnes détenues. Donc, c'est beaucoup trop pour pouvoir faire ce genre de démarche qui nécessite du temps et un suivi, un accompagnement et des compétences des étrangers. Parce que et c'est un enjeu important parce que c'est ce qui permettrait d'accéder aux dispositifs d'insertion, d'accéder aux dispositifs pour faciliter le travail, pour faciliter l'hébergement et préparer la sortie. Euh, voilà. Alors, il y a un rôle important qui est joué par les associations et les points d'accès au droit. Mais là également, bah, c'est assez développé dans les grands établissements et les grands établissements franciliens, mais dans les prisons plus petites et périphériques, l'accès est beaucoup plus réduit et ne permet pas, il n'y a pas une régularité, il n'y a pas une permanence régulière qui fait qu'on peut faire un suivi de dossier, quoi. Je vais vous parler un peu pour finir de l'accès aux soins. Euh, donc là, on se dit qu'une traduction est indispensable déjà pour le médecin qui doit comprendre le motif de consultation de la personne, qui doit comprendre les symptômes qu'elle déclare. Euh, donc c'est nécessaire pour mener l'interrogatoire médical et aussi pour recueillir le consentement aux soins de la personne et s'assurer que le patient va suivre son traitement. Or, bah, là, le recours aux interprètes, bon, ça, je ne veux pas, ça a été dit, hein, est très, très aléatoire. Et puis, selon les établissements, parce que ça dépend des budgets qui vont être alloués par le centre hospitalier de rattachement aux établissements pénitentiaires. On sait que les centres hospitaliers ont une enveloppe globale pour le fonctionnement de l'unité sanitaire et d'autres services, comme les services d'urgence. Et donc, c'est au bon vouloir du chef d'établissement d'allouer plus ou moins de budget. Donc, il y a des unités sanitaires qui sont plus dotées que d'autres, qui vont avoir plus accès à ces interprètes. Donc, et puis ça dépend aussi, l'accès aux interprètes, de l'expérience des personnes, de l'ensemble du personnel soignant, des dispositifs d'interprétariat et de traduction qui sont à leur disposition. Alors, il y a des conventions pour l'interprétariat téléphonique, mais bon, ça reste une solution qui est difficile dans le cadre de la relation patient-soignant. Ça crée nécessairement des, bah, il y a forcément un filtre, non pas, enfin, même quand il n'y a pas du tout de problème par rapport à ce qui est traduit, mais le médecin a plus de mal à cadrer l'entretien comme il le ferait. Pour les soins psy, c'est un problème encore plus important parce que le médecin va avoir du mal à percevoir les émotions, les affects des patients et vont avoir du mal à faire le travail sur le langage qu'elles font habituellement, de rebondir sur les phrases prononcées, il y a un passage, il y a des interruptions pour passer par la traduction de la part des interprètes. Donc il y a beaucoup de personnes allophones qui n'ont pas accès aux soins psy. Et puis, ben, il y a parfois le recours à des surveillants, à des codétenus, donc avec tous les problèmes dont on a parlé depuis le début des interventions.